Bonjour les amis et bienvenue dans cette vidéo qui va essayer d'analyser le déclin progressif de l'Olympique Lyonnais depuis son dernier titre en 2012. Alors il y a quelques arguments qui vont piquer certaines oreilles puisque je vais m'attaquer parfois à certaines icônes du club, que ce soit dans l'organigramme ou dans des anciens joueurs qui ont eu des responsabilités très importantes. Alors, je crois que le déclin de l'Olympique Lyonnais, en fait, on doit l'analyser depuis 2012 en deux étapes. Vous le voyez à l'écran, ici, donc, c'est le dernier titre de l'OL en 2012, vainqueur de la Coupe de France. Et ensuite, donc, 2013 jusqu'à aujourd'hui, avec, on peut le noter, de 2010, on va dire, jusqu'à aujourd'hui, une place systématiquement dans les trois, certaines fois quatrième et une fois cinquième. Donc le déclin, il démarre spécifiquement en 2012 après la victoire en Coupe de France. Mais c'est un déclin, on va dire, qui est en partie, et en très grande partie lié à l'émergence du Paris Saint-Germain. QSI, Qatar Sport Investment, est arrivé en 2011. Et donc, à partir de cette période, le Paris Saint-Germain a évidemment gagné beaucoup de championnats, quasiment tous, sauf 3. Mais le premier, je ne le compte pas vraiment, pour une raison simple, c'était que c'était la première saison donc, de l'investissement du Qatar. Et la star de l'équipe, c'était Javier Pastore, donc vous le voyez, arrivé en 2011 pour 42 millions. Joueur avec on va dire une certaine technique mais qui n'a pas été non plus transcendant. Le PSG a vraiment décollé sur la saison 2012-2013 avec notamment les arrivées de Thiago Silva et de Zlatan Ibrahimovic qui, à mon sens, ont fait passer le club dans une autre dimension. Donc évidemment, depuis 2012, le PSG domine très nettement. Et effectivement, on peut dire que l'OL aurait peut-être pu réussir ce qu'a réussi Monaco et Lille. Alors, je ne suis pas totalement d'accord avec ça, parce que effectivement, Lille a surperformé, je dirais, avec un effectif très cohérent, une défense de fer et un Christophe Galtier très inspiré, et des joueurs qui, on va dire, étaient sans doute en sur-régime. On pense notamment à Burak Yılmaz, qui n'a pas tellement répété et qui, on s'en souvient, avait mis un but de 35 mètres du pied gauche à Anthony Lopez, quelque chose qu'on voit une fois dans sa vie. Malheureusement, c'était contre nous. Donc effectivement, l'exploit du LOSC, il est réel, mais on avait un PSG, à mon avis, pas bon du tout, avec un Neymar qui faisait son cinéma, Messi n'était pas encore arrivé. Bref, un LOSC qui a remarquablement su profiter d'une assise défensive excellente et d'exploits offensifs de certains de ses joueurs. L'AS Monaco en 2017, je pense qu'il serait totalement ridicule de se comparer à l'AS Monaco de 2017, qui est sans doute une des plus belles équipes qu'on ait vues dans l'histoire du championnat de France. Cette année-là, à l'ASM, alors vous avez certes un gardien vieillissant, Subasic. Bon, alors ça, c'est les âges d'aujourd'hui, c'est pas les âges de l'époque. Mais donc vous aviez Subasic dans les buts. En défense centrale, Jemerson, qui n'est pas non plus un foudre de guerre, mais vous aviez Kamil Glik, qui à cette époque-là faisait le métier. Vous aviez Benjamin Mendy, qui était encore sous contrôle. Vous aviez Djibril Sidibé, qui à cette époque-là était très très bon. Et sur le banc, des joueurs quand même de qualité, notamment Abdou Diallo. Le milieu de terrain était 3 étoiles, avec Alan Saint-Maximin qui aujourd'hui brille en Angleterre, Fabinho qui est à Liverpool, vous aviez Moutinho également, vous aviez Bernardo Silva qui joue à Manchester City, et de très très bons Français comme Bakayoko, comme Thomas Lemar, comme Toulalan. En attaque, évidemment, Radamel Falcao, et un joueur qui s'est affirmé en cours de saison, ni plus ni moins que Kylian Mbappé. Donc cette équipe de Monaco de 2017, elle est absolument extraordinaire.
Et en plus, elle pratiquait un football absolument magnifique. Elle termine la saison avec 107 buts marqués, ce qui est totalement fou. Donc vraiment, se dire « Ah ben, si Monaco l'a fait, on voit pas pourquoi l'OL l'aurait pas fait », ben, je suis désolé, l'OL depuis cette époque-là, et bien même avant, n'a jamais été en position de présenter une équipe de ce niveau-là. Tout ça pour dire que effectivement, certains l'ont fait, Monaco et Lille, mais malgré tout, ça reste l'exception. L'année 2017, c'est l'année avec Unai Emery, où le PSG n'avait pas toujours une très grande sérénité. C'était avant Neymar, c'était avant Mbappé, et c'était après le départ de Zlatan. Donc c'était de toute façon une année un peu creuse pour le PSG, mais en tout cas, voilà, l'AS Monaco, elle, était en plein boom. Pour moi, le seul vrai exploit, c'est Lille, effectivement, mais par définition, un exploit, ça reste exceptionnel. Alors, dans les Coupes de France, évidemment, donc la Coupe de France, c'est notre dernier titre en 2012. On voit là aussi que le PSG fait le métier. Je rappelle que la saison dernière, on a été éliminé sur tapis vert. Donc Nantes a pu en profiter puisque le PSG avait été éliminé par Nice, me semble-t-il. Là, à Guingamp, je me souviens plus trop des circonstances, mais enfin bon, le vrai exploit, c'était Rennes, et là, c'était la grande déception à l'époque, et sans doute ce qui a coûté la place à Bruno Genesio, puisqu'en demi-finale, on se fait éliminer par Rennes, ce qui était déjà une surprise, et on va dire, pour moi, c'est la seule énorme contre-performance, parce que cette année-là, il y avait peut-être la place pour aller au bout, mais on voit bien là aussi que le PSG est dominant, et que les clubs qui s'imposent restent des exceptions. Coupe de la Ligue, qui aujourd'hui n'existe plus, même chose. On voit qu'à partir de 2014, le PSG les remporte toutes, sauf une par Strasbourg. Certains l'ont oublié, mais on a été en finale de cette Coupe de la Ligue perdue aux prolongations, après les pénaltys et la prolongation. 6 tirs au but à 5, après un 0-0. Et c'était pendant la période du Covid, devant 5000 spectateurs. Et le coach, c'était Rudy Garcia. Donc, je dirais que la première phase du déclin de l'OL, c'est un déclin qui est lié essentiellement à deux facteurs. Le premier, c'est l'émergence du Paris Saint-Germain qui rafle à peu près tout sur le plan national, mais aussi, et ça il faut le dire, un investissement très très important dans les infrastructures du club, notamment le stade. Effectivement, si vous misez beaucoup sur le stade, c'est un investissement sur le futur, mais sur le présent, et Jean-Michel Aulas, de ce point de vue, a été très transparent en disant que pendant les années qui allaient être concomitantes avec la construction des infrastructures, l'Olympique Lyonnais ne serait pas forcément en mesure de faire des investissements. On a eu la chance, pendant cette période-là, d'avoir une génération dorée, avec les Lacazette, Fekir, Gonalon, Umtiti, etc., qui étaient des joueurs de très très haut niveau et qui nous ont permis quand même de rester justement dans le top 5, on va dire, mais quand même plus souvent dans le top 3 de la Ligue 1. Donc certes, une baisse, mais vous voyez quand même des résultats loin d'être catastrophiques. Donc ça, pour moi, c'est la fin de la première phase de ce déclin de l'Olympique Lyonnais. La deuxième phase du déclin, malheureusement, elle va piquer un peu les oreilles puisque je vais mettre en cause Jean-Michel Aulas, évidemment, puisque c'est lui qui a pris cette décision, mais aussi Juninho, puisqu'en fait, on se rend compte que donc Juninho arrive à la tête de la direction sportive à l'été 2019 et que depuis son arrivée, le club ne s'est pas qualifié une seule fois en Ligue des Champions, a fait 7e, 4e et 8e. Et ces classements-là, ils sont en grande partie dus au choix de Juninho. En effet, en 2019-2020, il choisit son premier entraîneur, Silvinho, qui est viré au bout de 10 matchs, avec une moyenne de 1 point par match. Rudy Garcia est appelé à la rescousse. Il finit 7e, ce qui évidemment n'est pas bon et nous empêche de jouer une Coupe d'Europe l'année suivante. Mais évidemment, on se rappellera que le championnat a été arrêté après 28 journées du fait de la pandémie. Donc là, je dirais que c'est une double malchance pour l'Olympique Lyonnais, puisqu'il y a la pandémie et donc le championnat s'arrête au moment où on est 7e.
Je dis pas qu'on aurait forcément terminé plus haut, mais ça on ne pourra jamais le savoir. Ce qui est sûr, c'est que cette même année, on fait demi-finale de Ligue des Champions. Donc je veux dire, penser qu'on aurait pu finir mieux que la 7e place n'est pas complètement dingue, sachant que dans la foulée, on a quand même éliminé la Juventus Turin en double confrontation, qu'on a battu Manchester City et qu'on a atteint la finale de la Coupe de la Ligue, battu seulement au penalty par le Paris Saint-Germain. Bon, on ne fait pas de football fiction, ce qui est sûr, c'est qu'on finit 7e, mais je dirais que c'est un grand manque de chance pour l'Olympique Lyonnais, d'une part parce que la saison s'arrête, mais aussi parce que vous allez le voir, la période du Covid, plus évidemment le fiasco Mediapro, aura un impact absolument énorme sur les finances du club. Alors pour Juninho, évidemment, moi je ne le blâme pas plus que ça, puisque je pense qu'il a été nommé à un poste qui n'était pas fait pour lui. Est-ce qu'un grand club comme l'Olympique Lyonnais peut se permettre de nommer un directeur sportif débutant qui lui-même va nommer un coach débutant? Évidemment, ça ne pouvait être qu'une catastrophe, et ça a été une catastrophe. Donc, depuis l'arrivée de Juninho, 7e, 4e, 8e, alors, on va voir sur les arguments qui sont apportés par ceux qui défendent Juninho, puisque dans les médias, en tout cas, dans le duel qui s'est installé entre Jean-Michel Aulas et Juninho, évidemment, tout le monde prend le parti de Juninho. Je ne vais pas forcément prendre le parti d'Aulas, mais je vais tempérer les responsabilités des uns et des autres. En effet, dès lors qu'on peut attribuer cette 7e place à un très mauvais début de saison, dû à Silvinho, et la 8e place à la nomination de Peter Bosz, ces deux nominations sont signées Juninho. Et d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que certains disent Rudy Garcia, il n'a pas été nommé par Juninho, il a été nommé par Jean-Michel Aulas. Il n'en demeure pas moins que si on regarde ce qu'a fait Rudy Garcia avec les mêmes équipes que Bosz et Silvinho, eh bien d'un côté vous avez un gars qui finit 4e avec 76 points et 81 buts marqués. Et de l'autre côté, vous avez un Silvinho qui claque 1 point par match et Peter Bosz 1,4 avec 61 points marqués, 10 défaites et seulement 66 buts. Donc le football offensif et attractif, c'était sous Rudy Garcia, c'était pas sous Peter Bosz. Donc en fait, ces deux décisions nous impactent, et elles nous impactent même sur cette 4e saison alors que Juninho est parti, puisque Peter Bosz a commencé la saison, et là c'est la responsabilité de Jean-Michel Aulas et de tout le board lyonnais de l'avoir maintenu contre toute logique, contre toute intelligence. Et on se retrouve plombé après 15 journées de championnat par une équipe qui est sur les rotules, qui n'a aucun fond de jeu et aucun fond physique. Et ça, quoi qu'on en dise, c'est un héritage de Juninho. D'autant que la facilité, c'est de dire « Ah, mais Juninho, il n'a pas eu les moyens. » Alors, il n'a pas eu les moyens, Juninho 126 millions. 126 millions. C'est le mercato d'été de l'Olympique Lyonnais à l'arrivée de Juninho. Alors là-dedans, il y a des choix de Florian Maurice qui était encore là avant qu'il ne parte à Rennes. Mais regardez un peu les sommes dépensées. Vieira 25, Andersen 24, Mendes 22, Guimarães 20, Kadewere 12. Jean Lucas, donc là pour le coup vraiment choix de Juni, ainsi que Guimarães, 8. Donc 126 millions dépensés. Alors c'est vrai que cette année-là, notamment grâce à des recrues de Florian Maurice, on fait des plus-values de malades sur Ndombele 60, Ferland Mendy 48, Touzard 25, plus Nabil Fekir qui lui a été formé au club. Après le Covid et l'absence de Coupe d'Europe pour la saison 2020-2021, des revenus conséquents grâce à la demi-finale de Ligue des Champions à laquelle nous a emmené Rudy Garcia, même si ça pique les oreilles de certains, eh bien, l'Olympique Lyonnais réalise quand même un mercato, alors certes moins spectaculaire que la saison précédente, mais tout de même avec des dépenses importantes. Je pense évidemment à Paqueta, acheté 24 millions Milan AC, à Carl Toko Ekambi, 11 millions 5. Derrière, effectivement, des joueurs moindres.
et des ventes un petit peu pour compenser. Donc vous voyez, on a une dépense de 36 et des ventes de 50. Donc là aussi, un mercato certes à l'équilibre, mais des dépenses et quand même les moyens de bosser pour Juninho. Juninho d'ailleurs qui a pris certaines décisions qui se révèlent à la longue discutables, et selon moi notamment le départ de Martin Terrier, puisqu'on avait le départ de Memphis Depay, et franchement, vous avez Martin Terrier dans l'équipe, vous le vendez pour 12 millions pour prendre Carl Toko Ekambi. Honnêtement, il valait mieux ne pas prendre Carl Toko Ekambi et garder Martin Terrier. Mais ça a été un choix de Juninho. Alors effectivement, ensuite, de 21-2022, eh bien, un recrutement à minima, et on le voit, beaucoup plus de ventes que d'achats. Et des achats médiocres, peut-être même ratés concernant Romain Fèvre, et des belles ventes, comme Bruno Guimaraes évidemment, et Lucas Paqueta cet été. Donc 43 millions plus les bonus, on arrive à 50 ou 60 millions. Alors là aussi, ceux qui défendent Juninho disent « Ah, mais Juninho, il a ramené Paqueta et Guimaraes ». Oui, mais les décisions sportives de Juninho, notamment le choix des coachs, fait qu'on a raté la Ligue des Champions, on a raté des Coupes d'Europe. Et donc, ce que rapportent les ventes viennent simplement compenser les non-qualifications pour la Coupe d'Europe. Et je dirais qu'on est même loin du compte. Parce que si vous vendez Paqueta 60, vous l'avez acheté 25 et en plus vous devez reverser 15% de plus-value au Milan AC. Guimaraes, vous le vendez 42, mais on l'a vu, il a été acheté 20. Donc vous faites finalement une plus-value de 20 millions, ce qui est finalement pas énorme. Et sur les deux joueurs, Bruno Guimaraes et Paqueta, entre le prix d'achat, le prix de vente et les reversements, finalement, vous faites un bénéfice de 50 millions. On va me dire 50 millions, c'est pas rien, mais quand on voit ce que rapporte une Coupe d'Europe, eh bien, c'est pas grand-chose. En effet, selon le site Sportune, qui dit bien ce qu'il veut dire, l'Europa League de la saison passée, donc on fait quart de finale, rapporte à l'Olympique Lyonnais environ 15 millions d'euros. Donc vous voyez, une Coupe d'Europe en Europa League, vous allez en quart de finale, c'est seulement 15 millions d'euros. La Ligue des Champions, quand vous allez en demi-finale comme l'a fait l'Olympique Lyonnais en 2020, ça vous rapporte 90 millions d'euros. Vous voyez quand même, la différence est absolument considérable parce qu'on est allé en demi-finale, mais la fois précédente, ça nous avait rapporté 70 millions d'euros à l'OL. Donc quand on me dit, Juninho, il a ramené Paqueta et Guimaraes, on a fait des plus-values, alors je l'ai dit, les plus-values sur les deux joueurs, c'est 50 millions. Mais pendant la même période, vous faites aucune Ligue des Champions, donc vous perdez entre 70 et 90 millions d'euros. Vous voyez que vos 50 millions, ils sont rapidement bouffés. Et quand vous faites une pauvre Ligue Europa, même si vous allez en quart de finale, ça vous rapporte 15 bâtons. Donc pour résumer, selon moi, le déclin de l'Olympique Lyonnais, il s'analyse en deux phases. Une première phase, à mon avis, plutôt vertueuse, puisqu'on bâtit les infrastructures du club qui vont nous permettre de générer des revenus, avec malgré tout une présence régulière dans le top 3, et quand on n'est pas dans le top 3, c'est 4e ou au pire 5e, mais on fait quand même dans la foulée une C3. Et une deuxième phase qui coïncide avec la nomination de Juninho. Comme je le dis, je n'ai rien contre Juninho, évidemment, je l'admire comme joueur. Ce qui m'agace, et ce qui m'agaçait à l'époque d'ailleurs, parce que moi personnellement je n'y croyais pas à Juninho en tant que directeur sportif, c'est que c'est un débutant. Et c'est quelqu'un qui est trop entier. Il n'est pas assez politique pour être directeur sportif. Alors oui, il aime le club au plus profond de ses tripes, il avait toute la meilleure volonté du monde, mais malheureusement pour lui, son passage est un fiasco. Et un fiasco que l'on a payé pendant les 3 années de sa présence, et encore 2 ans et demi, puisqu'il est parti en cours de 3e année, mais qu'on paye encore aujourd'hui par la nomination de Peter Bosz et par le fait qu'on a dû vendre les bijoux de famille. Et aujourd'hui, malheureusement, hormis si John Textor sort le carnet de chèques, alors déjà sera-t-il propriétaire du club, on le saura dans une semaine, enfin un petit peu moins maintenant,
Mais est-ce qu'il va sortir le carnet de chèques? On peut en douter. En tout cas, on ne croira que ce qu'on verra. Mais malheureusement, ce que je suis obligé de vous dire, eh bien, c'est que le déclin, il est loin, très très loin d'être fini. Parce que le club, du fait de la pandémie, du fait de l'absence de Coupe d'Europe, eh ben, ce club a accumulé plus de 300 millions de dettes. Donc il lui faudra 5, 6, 7 ans pour les rembourser. Et hormis si vous avez un pigeon qui est capable de sortir du pognon pour rembourser les dettes et réinvestir de l'argent dans le marché des transferts, eh bien, vendre nos bijoux de famille, ça va continuer. Donc, ce qu'on peut d'ores et déjà anticiper, c'est que si l'OL ne fait pas de la Ligue des Champions, et je pense que c'est quand même mal parti, si l'OL fait la Ligue Europa, je ne suis pas sûr que ce sera le cas, mais si l'OL ne fait pas de Coupe d'Europe, et je pense que même si l'OL fait la Ligue Europa, eh bien, on peut penser qu'un Castello Luqueba sera transféré, sa valeur est d'environ 20 millions, mais peut-être que des clubs anglais seront prêts à mettre beaucoup plus. On peut penser qu'un Malo Gusto, qui est valorisé à 15 millions, lui aussi très regardé par les clubs anglais, il va partir. On peut penser également qu'un Maxence Cacré, alors 25 millions, si on nous donne 25 millions pour Maxence Cacré, moi je le vends tout de suite, mais on n'aura pas 25 millions pour Maxence Cacré. Si on en a 10-15, ce sera déjà beau. Tolisso, bon, quelle est sa valeur étant donné ses problèmes physiques, c'est difficile à dire. Tété, malheureusement, il ne nous appartient pas, donc on n'aura rien du tout. Et évidemment, Ryan Cherki, ce sera la même chose. Moussa Dembélé a une bonne valeur, mais il est en fin de contrat. Croyez-moi que s'il y a une offre en janvier, il part. Oussem Aouar, 20 millions, là je pense que c'est du fantasme. Mais lui aussi, une proposition en janvier, il partira. Donc en fait, il faut bien voir un peu l'évolution de tout ce qui se passe. Alors oui, il y a des erreurs de recrutement, mais si on regarde le recrutement de l'Olympique Lyonnais cet été, vous faites revenir Alexandre Lacazette gratuitement, vous faites revenir Tolisso gratuitement. Alors bon, on ne peut pas dire que ce soit forcément des mauvais choix, même si pour Tolisso, on savait qu'il y avait un potentiel de blessure. Vous allez chercher le Penant à un tarif très très faible, c'est votre meilleur milieu de terrain. Vous allez chercher Tagliafico pour 5 millions et c'est le meilleur latéral gauche que l'on ait depuis des années et des années. Donc on ne peut pas dire que le recrutement il a été mauvais en soi, par contre il a été insuffisant, ça c'est sûr. Mais là aussi, on paye certaines erreurs, notamment de Peter Bosz. Peter Bosz, je rappelle, c'est l'artisan de l'arrivée de Boateng. Peter Bosz, c'est l'artisan de la prolongation de Thiago Mendes. Donc si Boateng ne vient pas, si Thiago Mendes n'est pas replacé en défense centrale, sans doute va-t-on chercher un défenseur central et peut-être qu'on aurait déjà pris moins de buts cette saison. Bref, évidemment, le but c'est pas de pointer Juninho, c'est pas de pointer Jean-Michel Aulas, c'est pas de pointer Peter Bosz, même si évidemment ils sont tous responsables de ce déclin. Mais c'est multifactoriel et pour moi ça se passe en deux étapes. D'abord des choix stratégiques cohérent, selon moi, et ensuite un mauvais choix qui a été de prendre Juninho et de lui confier les clés sportives du club. En tout cas, voilà, mon analyse du déclin, c'est celle-ci. Notre seul recours, notre seul espoir, c'est John Textor, c'est vous dire que on va pas fantasmer avec ce type d'espoir. Voilà, alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez que je suis trop dur, notamment avec Juninho? Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker. Si vous ne l'avez pas aimé, n'hésitez pas à disliker. En tout cas, n'hésitez pas également à vous abonner si vous appréciez le contenu de la chaîne. On se retrouve bientôt pour d'autres sujets, notamment l'équipe de France, évidemment. Et un focus, dès qu'on aura les dates et les détails, de la préparation hivernale de l'Olympique Lyonnais. Et évidemment, la vente, si elle se réalise. Voilà, merci de m'avoir suivi. Bon dimanche à vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.